Le 22 juin 1954, le calme et la tranquillité d'un parc de Christchurch furent brisés par les cris perçants de deux adolescentes. Leurs visages étaient déformés par la panique, leurs vêtements imbibés de sang alors qu'elles couraient hors du bosquet en implorant de l'aide. Selon leur dire, l'une de leurs mères était tombée accidentellement et s'était gravement blessée. Cependant, lorsqu'un commerçant local accourut pour leur porter secours, la scène sur laquelle il tomba révéla qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un simple accident. Bienvenue sur la chaîne YouTube Chronique des Charges. Si vous appréciez ce genre de contenu, nous vous invitons à vous abonner afin de soutenir notre travail. Merci et passons au cas. Pauline Yvonne Parker est née le 26 mai 1938 à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Elle était le troisième enfant de Herbert et Honora. Malheureusement, leur premier fils était mort-né, ce qui faisait de sa sœur Wendy l'aînée de la famille. Quelques années après la naissance de Pauline, une autre sœur, Rosemary, vit le jour. Rosemary était atteinte du syndrome de Down et, à l'âge de 2 ans, elle fut placée dans un institut spécialisé près du domicile familial. La famille lui rendait visite chaque semaine et la ramenait à la maison pour les occasions spéciales. Herbert et Honora travaillaient comme employés de maison et jardiniers à l'université de Canterbury. Bien qu'ils ne fussent pas légalement mariés, Honora utilisait le nom de famille de Herbert au lieu de son nom de jeune fille, et tous ceux qui les connaissaient supposaient qu'ils étaient un époux. À cette époque, il était extrêmement inhabituel de vivre ensemble et d'élever des enfants hors mariage. Pendant les années de guerre, Pauline reçut un diagnostic d'ostéomyélite, une infection osseuse grave. Ce type d'infection est extrêmement difficile à traiter, même avec la médecine moderne, provoquant des douleurs intenses et nécessitant des traitements longs et éprouvants. L'infection de Pauline devint si grave qu'elle dut subir une intervention chirurgicale. Après 9 mois d'hospitalisation, elle rentra chez elle, mais conserva une claudication permanente et des douleurs qui l'empêchaient de pratiquer toute activité physique. Son séjour prolongé à l'hôpital fut marqué par une grande solitude. Elle ne pouvait pas aller à l'école et perdit tout contact avec ses amis. Ses parents, occupés par leur travail, ne pouvaient lui rendre visite que le soir. Pour passer le temps, elle se plongea dans la lecture de tous les livres qu'elle pouvait trouver. Mais au fil du temps, cela ne suffit plus. Privée d'interaction avec des camarades, Pauline se réfugia dans son imagination. Dans un journal intime, elle commença à créer un monde fantastique, peuplé de personnages grandioses et de récits d'aventures qu'elle ne pouvait vivre que dans ses rêves. Cet univers imaginaire l'aida à surmonter l'ennui et la solitude de son hospitalisation, mais elle aspirait toujours au jour où elle rencontrerait une véritable meilleure amie. Juliette Hulme naquit à Londres le 28 octobre 1938, fille de Henry et Hilda Hulme. Le docteur Henry Hulme était un physicien qui deviendrait plus tard une figure de proue dans la recherche britannique sur l'armement nucléaire. Durant son enfance, Juliette fut diagnostiquée avec une tuberculose sévère, provoquant de graves problèmes respiratoires. Le médecin recommanda à ses parents de l'envoyer dans un climat plus chaud, loin du froid britannique. En 1945, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Juliette fut envoyée vivre dans une famille d'accueil aux Bahamas, dans l'espoir que son état s'améliore. 3 ans plus tard, en 1948, Henry fut invité à s'installer en Nouvelle-Zélande pour devenir recteur de l'université de Canterbury. Peu après leur arrivée, Juliette rejoignit ses parents et son jeune frère Jonathan pour commencer une nouvelle vie à Christchurch. Les longues périodes loin de ses parents et de ses camarades laissèrent Juliette isolée et solitaire, à l'image de ce que Pauline avait ressenti lors de son hospitalisation. Personne ne la comprenait, et le seul endroit où elle se sentait en sécurité était dans l'univers infini de son imagination. Bientôt, leurs mondes imaginaires allèrent se croiser, avec des conséquences terrifiantes. Les 2 jeunes filles avaient à peine quelques mois d'écart et fréquentaient la même classe dans un lycée pour filles de Christchurch.
Dès leur rencontre, elles semblèrent attirées l'une vers l'autre par une force magnétique. Leur lien était si intense qu'il donnait l'impression qu'elles se connaissaient depuis toujours. Elles devinrent rapidement inséparables. Au début, elles se lièrent d'amitié grâce au traumatisme de leur enfance et à leur solitude. Mais bientôt, elles découvrirent quelque chose de bien plus profond, une imagination débordante et une passion pour la création de mondes bien plus palpitants que la réalité. Elles conclurent qu'une imagination était fascinante, mais que deux ensembles étaient encore meilleurs. Voyant le monde au-delà du réel, elles commencèrent à bâtir leur propre univers avec de nouvelles identités et familles. Le plus important était que ce monde imaginaire leur offrait la promesse qu'elles ne seraient plus jamais seules. Pauline et Juliette se firent à la promesse que rien ni personne ne les séparerait. Elles baptisèrent leur paradis secret le 4e monde, centré autour du royaume de Borovnia, un lieu sans règles, où l'art, la musique et la beauté étaient les fondements de la vie. Elles se donnèrent des titres royaux. Pauline devint Gina et Juliette Déborah. À première vue, cela ressemblait à un simple jeu d'adolescente en quête d'évasion. Dans son journal intime, Pauline décrivait l'excitation qu'elle ressentait en plongeant dans leur monde commun. Le 3 avril 1953, le vendredi saint, elle écrivit « Aujourd'hui, Juliette et moi avons trouvé la clé du 4e monde. Nous avons réalisé que nous l'avions depuis environ 6 mois, mais nous l'avons découverte le jour de la mort du Christ. Nous avons vu un passage à travers les nuages. Nous nous sommes assises au bord du sentier et avons regardé en bas, vers la baie. L'île était magnifique. La mer était d'un bleu éclatant. Tout était empreint de paix et de béatitude. C'est à ce moment-là que nous avons compris que nous avions la clé. Nous savons maintenant que nous ne sommes pas des génies, comme nous le pensions. Nous avons une partie supplémentaire du cerveau qui nous permet d'apprécier le 4e monde. Seule une dizaine de personnes en disposent. Quand nous mourrons, nous irons dans le 4e monde, mais pour l'instant, nous pouvons utiliser la clé 2 jours par an pour entrevoir ce monde merveilleux que nous avons eu la chance de découvrir, en ce jour de la révélation de la clé du chemin à travers les nuages. À la lecture de ce passage, on pourrait croire que le monde imaginaire de Pauline et Juliette était influencé par la religion. Pourtant, leur famille n'était pas particulièrement croyante et quelques mois plus tard, Pauline écrivit dans son journal « Juliette et moi avons conclu que la religion chrétienne est devenue une grande farce et avons décidé de créer la nôtre. » Dans un autre passage, elle comparait Borovnia au paradis en affirmant que le 4e monde était mieux que le paradis parce qu'il n'y a pas de chrétiens là-bas. D'autres entrées étaient bien plus énigmatiques et poétiques, comme celle de 1954. Les 2 Pères Dieu, bien que différentes, cachent de nombreux secrets étranges. Elles observaient l'humanité avec détachement, comme si elle se plaçait en dehors de la condition humaine. La haine brûle intensément dans les yeux bruns, ses ennemis en sont le combustible. Le mépris glacial brille dans les yeux gris, hautains et cruels. Pauline et Juliette passaient chaque instant libre à discuter du 4e monde. Pendant les cours, elles s'envoyaient des notes sur leurs nouveaux personnages et le week-end, elles se dépêchaient d'accomplir leur corvée domestique pour pouvoir se retrouver et développer de nouveaux récits pour leurs alter-ego royaux. Les parents des 2 adolescentes étaient conscients de leur amitié fusionnelle et, dans un premier temps, l'encourageaient. La mère de Pauline, Honora, était soulagée que sa fille ait trouvé une amie après tant de temps passé hors de l'école en raison de ses hospitalisations. Lorsque la famille Ulm proposa à Pauline de les accompagner en vacances à Port-Levis, les 2 filles furent ravies. C'était l'occasion parfaite de passer du temps ensemble sans interruption, de s'abandonner totalement à leurs rêveries, libérées des contraintes du quotidien. Pendant le séjour, elles parlèrent de Borovnia du matin au soir, évoquant leurs personnages et leurs intrigues comme s'il s'agissait d'événements réels. Elles allaient même jusqu'à mentionner ces personnages à la famille Ulm comme s'ils existaient vraiment.
Dans son journal, Pauline écrivit à propos de ses jours passés à Port-Levis. « Les journées passées à Port-Levis ont été les plus divines que j'ai jamais vécues. Madame Hulme coiffait mes cheveux. Elle m'appelle sa fille adoptive. Madame Hulme dit qu'elle aimerait que je sois sa fille. Cependant, les parents finirent par réaliser que l'amitié des filles dépassait les limites d'une simple relation entre camarades. Pauline passait de plus en plus de temps chez les Hulme, restant parfois 3 ou 4 jours d'affilée. Les adolescentes s'enfermaient dans la chambre de Juliette et n'en sortaient que pour les repas. Lorsque Pauline rentrait chez elle, Juliette devenait agitée, parfois jusqu'à s'évanouir, et ne retrouvait son calme qu'au retour de Pauline. Les tensions s'accrurent lorsque Henri et Hilda Hulme exprimèrent leur inquiétude face à la dépendance excessive des filles l'une envers l'autre. Mais avant qu'ils ne puissent mettre en place un plan pour les séparer, Juliette fut hospitalisée pour une tuberculose. Ce jour-là, Pauline nota dans son journal « Madame Hulme m'a annoncé qu'ils ont découvert aujourd'hui que Juliette a une tuberculose dans un poumon. Pauvre Giulietta. C'est seulement maintenant que je réalise à quel point je tiens à elle. J'ai failli m'évanouir en l'apprenant. J'ai dû me retenir pour ne pas pleurer. Ce serait merveilleux si j'attrapais aussi la tuberculose. » Le lendemain, Pauline eut l'autorisation de rendre visite à Juliette à l'hôpital et écrivit « J'ai passé une nuit affreuse. Quel soulagement de voir Juliette en si bonne forme. Nous avons convenu qu'il était vraiment dommage que je n'ai pas moi aussi la tuberculose et que ce serait merveilleux si je pouvais l'attraper. Nous serions ensemble dans un sanatorium et pourrions écrire sans arrêt. Nous avons conclu que nous étions d'incroyables optimistes. Ce fut la seule et unique fois où Pauline put voir Juliette à l'hôpital. Les familles pensaient que la séparation les aiderait à surmonter leur obsession l'une pour l'autre. Mais l'éloignement eut l'effet inverse. Les entrées du journal de Pauline devinrent plus sombres. Les intrigues du 4e monde commencèrent à se concentrer sur la haine de son personnage royal envers sa mère, qu'elle considérait comme un obstacle à son bonheur. Dans un passage, elle écrivit « C'était merveilleux de retrouver Juliette, comme si elle n'avait jamais été absente. Je crois que je pourrais tomber amoureuse de Juliette. » À mesure que les parents interdisaient leur rencontre, les filles commencèrent à se voir en secret la nuit dans le parc. Inquiète de la dépendance grandissante de Pauline envers Juliette, Honora consulta un psychiatre. Celui-ci suggéra que les adolescentes entretenaient peut-être une relation homosexuelle, mais il prédit qu'elles en sortiraient en grandissant, une opinion courante à l'époque. Pauline écrivait dans son journal son admiration profonde pour Juliette et sa frustration face aux tentatives d'Honora de les séparer. Dans certains passages, elle exprimait un désir de plus en plus troublant de se libérer de sa mère. Par exemple, elle nota « Pourquoi ma mère ne mourrait-elle pas? Des milliers de gens meurent chaque jour, alors pourquoi pas ma mère et mon père ?» En même temps, le 4e monde devint plus sombre, rempli de violence, de vengeance et de mort de personnages. Pauline et Juliette conclurent qu'une seule chose pouvait les unir à jamais, éliminer Honora de leur vie. Ces sombres fantasmes allaient bientôt devenir une terrible réalité. Dans son journal intitulé « Le jour de l'heureux événement », Pauline Parker détailla le plan pour ce jour-là. Cet après-midi-là, Honora emmena Juliette et Pauline au parc Victoria, situé dans la chaîne de montagnes de Port Hills à Christchurch. Juliette devait quitter la Nouvelle-Zélande dans quelques jours, et les jeunes filles avaient dit à Honora qu'elles souhaitaient passer un dernier après-midi ensemble pour se dire au revoir. Vers 3 heures de l'après-midi, le trio s'installa pour prendre le thé dans un petit kiosque du parc. Après avoir terminé leur boisson, elles descendirent un sentier forestier en direction d'un petit pont en bois. Moins de 30 minutes plus tard, les adolescentes surgirent de la forêt, couvertes de sang. Leurs visages étaient tordus par la panique, alors qu'elles hurlaient à l'aide. « Aidez-nous! Maman est blessée, elle est couverte de sang !» Les propriétaires du kiosque les reconnurent immédiatement et coururent vers elles, demandant ce qui s'était passé.
Les jeunes filles affirmèrent qu'Honora était tombée et s'était cogné la tête contre le pont, provoquant une importante hémorragie. La police fut appelée tandis que le propriétaire du kiosque descendait le sentier pour tenter d'aider la victime. 130 mètres plus bas, sur une portion plate du sentier, il trouva le corps d'Honora, partiellement dissimulé au bord du chemin. La scène suggérait immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Elle était allongée sur le dos, les jambes tournées vers la montée et la tête vers la descente. Son corps était couvert de sang et son visage était si enflé qu'il en était méconnaissable. Sa jupe était remontée au-dessus des genoux et une de ses chaussures gisait à plusieurs mètres de là. Dans un geste de dignité face à l'horreur, le propriétaire du kiosque abaissa sa jupe pour couvrir son corps. Quelques minutes plus tard, un policier arriva sur les lieux. Il examina le corps et, constatant l'absence de signes de vie, appela un médecin pour officialiser le décès. Le rapport médical décrivit des blessures effroyables. Honora avait été battue avec une telle brutalité que ses dents avaient littéralement été arrachées de sa bouche et son dentier inférieur fut retrouvé à côté du corps. Son crâne présentait de profondes lacérations et du sang coulait en traînées le long du sentier. Le médecin conclut que la cause du décès était due aux graves blessures à la tête, notamment de multiples fractures du crâne et une importante hémorragie. Le premier officier sur place remarqua une brique ensanglantée et un bas de femme imbibé de sang à moins de 40 cm du corps. Les experts médico-légaux déterminèrent plus tard que les assaillantes avaient placé la brique à l'intérieur du bas pour l'utiliser comme arme. Pendant l'attaque, le tissu s'était déchiré, obligeant l'assaillant à continuer en tenant directement la brique. Les preuves démontrèrent clairement qu'Honora n'était pas morte accidentellement, mais qu'elle avait été assassinée avec une extrême violence. La police se concentra immédiatement sur les dernières personnes à l'avoir vue vivante, Juliette et Pauline. Les policiers se rendirent au domicile des Hulme, où les adolescentes s'étaient déjà changées en pyjama appartenant à Juliette et semblaient étonnamment calmes malgré la tragédie. Bien que leurs vêtements tachés de sang et leur présence sur la scène du crime fussent des preuves accablantes, elles soutenaient qu'Honora était tombée et s'était blessée à la tête. Cependant, leur récit était contradictoire et rempli d'incohérences. La police décida alors de les interroger séparément. Dans la chambre de Pauline, la police découvrit un journal intime détaillant les préparatifs du meurtre. Les entrées du journal comprenaient une liste des armes potentielles, des plans élaborés pour faire passer la mort pour un accident et enfin, la décision finale d'utiliser une brique enveloppée dans un bas. Les deux adolescentes furent rapidement arrêtées et accusées de meurtre. Leur procès débuta 2 mois plus tard et devint un véritable phénomène médiatique en raison de leur jeune âge et de la brutalité du crime. Les preuves, y compris les écrits froids et méthodiques de Pauline, confirmèrent la préméditation du crime. La défense tenta de faire valoir que les jeunes filles étaient mentalement instables, mais les psychiatres appelés à témoigner affirmèrent qu'elles étaient parfaitement conscientes de leurs actes et de leurs conséquences. Les jeunes filles furent reconnues coupables et le verdict laissa une empreinte indélébile dans l'histoire criminelle de la Nouvelle-Zélande. Pauline et Juliette basèrent leur défense sur une variante inhabituelle de l'aliénation mentale. Leur avocat plaida que les adolescentes souffraient d'un état d'illusion et de paranoïa causé par leur homosexualité, ce qui, selon lui, avait conduit à une forme spécifique de psychose. Il expliqua que cette psychose se manifestait de manière étrange. Lorsqu'elles étaient séparées, elles semblaient tout à fait normales, mais ensemble, elles devenaient irrationnelles à deux. En termes contemporains, on pourrait qualifier cela de folie à deux, un trouble psychotique rare dans lequel 2 individus partagent les mêmes délires. Selon la défense, cette condition les rendait incapables de comprendre les implications morales de leurs actes. Leur obsession pour leur univers imaginaire, le 4e monde, aurait brouillé la frontière entre fiction et réalité, les conduisant à croire que leur crime était justifié. Leur avocat déclara
Ces jeunes filles sont des adolescentes malades et non des criminels brutales. Les écrits de Pauline furent utilisés autant par l'accusation que par la défense. Quelques jours avant le meurtre, elle avait noté dans son journal « Nous avons discuté du fait que nous avons parfois cette étrange impression d'avoir déjà fait ce que nous faisons actuellement. Nous avons compris pourquoi c'était ainsi, pourquoi Déborah et moi avons une télépathie si extraordinaire, pourquoi les gens nous regardent et nous traitent comme ils le font, et pourquoi nous agissons de cette façon. C'est parce que nous sommes folles, complètement folles. Il n'y a aucun doute là-dessus, et nous sommes ravis de cette découverte. » La défense présenta également des preuves du comportement inhabituel des adolescentes après le meurtre. Dans les premiers jours suivant leur arrestation, elles se montrèrent bruyantes, criaient, lancèrent des objets et se balançaient dans un coin de leur cellule. Pourtant, après quelques jours, elles semblèrent se calmer. Lors d'un entretien avec un psychiatre, Juliette déclara qu'elle avait l'intention de retranscrire la Bible, ce que la défense utilisa pour illustrer leur instabilité mentale. Leurs propres experts psychiatriques conclurent que les adolescentes étaient certifiées aliénées, soulignant l'intensité de leur imagination et leur incapacité à distinguer la réalité de la fiction. L'un des experts déclara « Elle croyait transporter une femme malheureuse au paradis tout en préservant une relation essentielle à leur délire paranoïaque de grandeur. Elle ne considérait pas leur acte comme moralement répréhensible.